traité jeux vidéo, simulateur cognitif et source d'émotion. Et puis finalement, à travailler sur cette présentation, je me suis finalement davantage arrêté sur la question de l'émotion et peut-être un petit peu moins sur la question des simulateurs cognitifs, enfin, du jeu vidéo comme stimulateur cognitif. On l'a un petit peu évoqué ce matin, il y a quand même pas mal de choses qui existent très focalisées sur le travail autour des fonctions cognitives en tant que telles sur les jeux vidéo. On a parlé de Cogmed, il y a Cognifit en est un autre, enfin des choses que les orthophonistes aussi utilisent pas mal, et peut-être que Hélène Garnier aura l'occasion cet après-midi d'en parler quand il s'agira du langage. Pour ce qui est alors peut-être en amont aussi, il y a un très très bon petit bouquin qui a été écrit par André Tricot que je peux m'autoriser à recommander, qui s'appelle Le numérique, mythe et réalité. Il y a toute une collection autour de mythes et réalité, et justement où il rediscute le vrai du faux autour des usages du numérique, autour de depuis le numérique, on lit plus autant qu'avant, ma bonne dame. Depuis le numérique rend les enfants autonomes. Enfin voilà, toutes ces questions sont très très bien discutées, et j'invite qui souhaite à lire ce petit livre. C'est tout petit, ça se lit en une soirée, c'est très très facile. Donc la question des jeux vidéo comme simulateur cognitif, peut-être, mais surtout comme source d'émotion. En même temps, on ne va pas forcément dissocier les deux, parce que l'intérêt de cet exposé est d'envisager les émotions au plan des processus cognitifs qui sont en jeu. On en avait un petit peu parlé lors de la conférence de Potentiel 10 l'année dernière, autour des apprentissages. Et l'objet de cette présentation est bien finalement de reprendre les processus en jeu au plan des ce qu'on va appeler les épisodes émotionnels, et de les rediscuter, de les reconsidérer à la lumière du cadre, du contexte de la pratique des jeux vidéo. Alors quand on parle d'émotion, c'est un mot un petit peu générique, et en sciences cognitives, on va parler davantage d'épisodes émotionnels. C'est-à-dire un épisode émotionnel, c'est quelque chose qui a un début et qui a une fin. Un début parce qu'il y a un stimulateur, quelque chose qui va provoquer, un provocateur, voilà, quelque chose qui provoque une émotion. Maud Lemercier parlait tout à l'heure, évoquer l'araignée qui va provoquer une émotion chez certains patients phobiques. Voilà, c'est une source. Quand on enlève l'araignée, l'émotion associée va disparaître. Donc, un épisode émotionnel parce qu'il y a un début et parce qu'il y a une fin. Alors, David Sander avait proposé il y a une vingtaine d'années bientôt, 15 ans, un modèle cognitif des émotions dont on a encore une fois parlé l'année dernière, et que je me propose de reprendre ici, puisque la première chose qui est faite lorsque l'on est face à quelque chose qui va provoquer une émotion, c'est une évaluation. C'est-à-dire qu'on va évaluer ce processus, ce stimulus, on va l'évaluer, et on va évaluer un certain nombre de choses. On va évaluer d'abord la pertinence. La pertinence par rapport aux besoins, aux buts, aux valeurs ou au bien-être même de l'individu qui est concerné. Je suis face à un loup lorsque je me promène en forêt. Ce stimulus est pertinent par rapport à mes besoins. Il peut me manger. Voilà. La deuxième chose, c'est l'implication et les conséquences à court ou long terme. Oups, pardon. Voilà. Alors si en plus je ne sais pas utiliser les machines comme ça, on n'est plus rendu. La deuxième chose, c'est l'implication et les conséquences à court ou long terme de l'événement pertinent, à savoir finalement dans quelle mesure je suis concerné par le stimulus. Ça, c'est la pertinence, mais dans quelle mesure je suis l'acteur, je suis impliqué dans l'interaction avec ce stimulus. La troisième chose, c'est la capacité à faire face. Reprenons l'exemple du loup, ça va être tout à fait différent si je suis armé d'un fusil, et si le loup est un petit peu loin, et si je sais utiliser un fusil. Et ça va être
peu différent, donc où ici l'autre modalité est je suis à côté du loup en short avec mes baskets et où il est en train de grogner à quelques mètres de moi. Donc la capacité à faire face, et on voit bien là la réponse qu'on pourrait avoir, qui pourrait être la fuite ou au contraire l'attaque, avec comme deux modalités émotionnelles qui seraient la peur et la colère par exemple. Et puis il y a la dernière chose qui fait l'objet de cette évaluation, c'est l'évaluation de la signification de l'événement par rapport à des standards internes, à des valeurs, et puis par rapport aux normes de son groupe social de référence. Je ne vais pas éprouver le même type d'émotion ou le même vécu émotionnel si je fais quelque chose qui est socialement acceptable, si ma réponse est socialement acceptable versus si elle n'est pas socialement acceptable. Et ça va faire sens lorsque je vais jouer à un jeu vidéo. On va en discuter tout à l'heure, puisqu'effectivement les normes sociales peuvent être un petit peu différentes en fonction du contexte dans lequel je suis. Et on a un contexte réel et on a un contexte non réel. Le contexte réel, c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Le contexte non réel, eh bien, c'est le cadre du jeu vidéo. Essayons de reprendre, si vous voulez bien, chacune de ces caractéristiques. Alors, hop, comment ça marche ça ? Voilà. Essayons de voir, de reprendre chacun de ces éléments à la lumière des jeux vidéo et de considérer par exemple la pertinence. La pertinence donc d'un événement par rapport, je le disais tout à l'heure, aux besoins de l'individu. Le besoin de l'individu, Benjamin en a beaucoup parlé tout à l'heure, il peut être de différentes natures. Ça peut être le besoin de gagner au sein d'une communauté, de la même manière que j'ai besoin de gagner un match de foot, ou j'ai besoin de réparer mon toit, ou j'ai besoin de... Tout cela, ça relève effectivement de quelque chose qui renvoie à la pertinence de ce stimulus par rapport au bien-être de l'individu. Ça peut être aussi le besoin d'en tuer un maximum sur la map. C'est important. Oui, c'est important, sinon on ne gagne pas. Et il y a un enjeu quelque part qui est je dois tuer un maximum de bonhommes sur la map de Fortnite si je veux réussir à dépasser mon score, à réussir quelque chose. Donc on est bien dans un contexte où effectivement l'évaluation de la pertinence prend une dimension un tout petit peu, arrive en tout cas à prendre sens, à faire sens dans le cadre du jeu vidéo. L'implication. Alors, l'implication va être évidemment favorisée par ce type de jeu. Par exemple, je vais utiliser un jargon parce que comme ça fait genre celui qui s'y connaît. Les FPS, c'est ça, les First Player Shooter, c'est ça, Maud ? First Person Shooter, pardon, merci. Donc les jeux à la première personne où effectivement on voit l'arme du point de vue du tireur et donc les adversaires du point de vue du tireur et où là on va évidemment favoriser l'implication du personnage dans le jeu lui-même. Donc on est concerné et on est acteur. La troisième chose que l'on va évaluer, c'est notre capacité à faire face. Alors, à la fin des grandes phases de jeu, on va se retrouver face à un boss. Encore un peu de langage, c'est sympa ça. On va se retrouver avec un gros truc qui a l'air très très méchant. Et puis nous, en général, on est tout petit face à ce grand truc très très méchant. Et la question, c'est est-ce que je vais être capable de faire face, de battre ce grand truc très très méchant. Et donc on va parfois observer que non, c'est pas la peine, je refais le jeu d'avant ou je vais refaire une phase d'entraînement pour augmenter mes capacités, pour ensuite pouvoir... Donc il y a quelque part autour de la stratégie, évidemment, tout ça va contribuer de la construction des processus émotionnels. Et puis il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire dans un jeu vidéo, comme piquer la bagnole du mec qui passe dans la rue. C'est GTA. Donc des jeux qui autorisent effectivement de faire des choses qui sont socialement inacceptables. Et bien ça c'est super bien parce qu'on se retrouve finalement dans un cadre où on peut prendre du plaisir à faire quelque chose qui est au plan normatif tout à fait inapproprié. En tout cas ça répond
à quelque chose. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la jouissance là-dessus, c'est génial, ça me fait plaisir, je peux faire quelque chose que je ne peux pas faire par ailleurs. Donc voilà finalement, redécline très très rapidement les différentes caractéristiques de ce processus évaluatif qui est mis en œuvre dans le cadre de la pratique du jeu vidéo et dont on voit que finalement le contexte du jeu vidéo nous donne tous les ingrédients pour pouvoir vivre un épisode émotionnel. Vivre un épisode émotionnel de façon différente selon que je suis dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Donc la nature des émotions est peut-être évidemment la même, mais le contexte, le cadre dans lequel je me trouve, à savoir le cadre virtuel, libère un certain nombre de contraintes ou me plonge dans une position qui est différente de celle dans laquelle j'ai l'habitude d'être dans le monde réel, à la fois, par exemple, derrière un flingue, derrière une arme, et me permet finalement de vivre un certain nombre d'émotions différentes de celles que je vis donc, dans ce monde réel. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que des contraintes sont libérées. Et ça fait plaisir. Alors, bah oui. Sauf que, si on s'en tient à ça, on ne va pas aller très très loin sans considérer un élément important qui est de considérer la valeur adaptative des émotions. Depuis Ekman, Paul Ekman, que vous avez peut-être déjà entendu parler, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est finalement le fondateur des 6 émotions de base, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur et la surprise. Alors, certaines ont été un peu éliminées depuis. Il y en a maintenant finalement plus que 4 que la communauté scientifique reconnaît. La surprise a été éliminée, le dégoût a été éliminé, et puis je me demande si la peur et la colère ne vont pas finir par fusionner. Enfin bon, on en reparlera. En tout cas, il y a une valeur adaptative des émotions, c'est-à-dire que finalement, ressentir, vivre une émotion est nécessaire pour que notre espèce reste présente sur la planète. Ça veut dire que je ne peux pas ne pas ressentir d'émotion, que notre système cognitif est fabriqué pour ressentir des émotions. Je ne peux pas y échapper. Et d'ailleurs, je ne peux tellement pas y échapper qu'il y a un certain nombre de choses qui vont être mobilisées pour pouvoir répondre à cette fonction adaptative. C'est-à-dire qu'évidemment, on a parlé de la partie évaluation, qui est le point d'entrée. Mais derrière, ça va me préparer à agir. Je suis face à mon loup, ou je suis face au boss dans une phase de jeu. Je vais me préparer à agir. Donc quelque chose de l'ordre de la préparation à l'action. Vous savez, le petit chat là, qui se prépare, prêt à bondir, qui hérisse le poil, voilà, il ressent une émotion, il se prépare à agir. Il y a une réponse physiologique, le cœur va s'accélérer ou au contraire il va ralentir. Il y a la sudation qui va préparer le corps à un effort physique, donc qui refroidit le corps parce que au plan physiologique, si je me mets dans une activité motrice, je vais chauffer. Donc autant que je commence à suer tout de suite, comme ça me prépare à mettre mon corps en action et à un éventuel échauffement. Des expressions motrices, dont les expressions faciales en sont une expression, et puis plutôt quelque chose qu'on va tourner autour du sentiment subjectif, c'est-à-dire, et c'est là qu'on va avoir cette capacité à pouvoir verbaliser, à exprimer, à donner des mots, à poser des mots sur ce que l'on ressent. Donc tout ça sont des composantes qui sont en jeu et qui vont intervenir à l'issue de ce processus d'évaluation qu'on vient de décrire tout de suite. Alors je disais, alors ça c'est très intéressant parce que je le disais, ça a une valeur adaptative. Ça a une valeur adaptative, et comme ça a une valeur adaptative, on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que ça relève, les émotions relèvent, au pluriel, d'un processus automatique. Alors, pour le coup, ça c'est quelque chose que j'ai le plaisir de pouvoir mettre en évidence, mais on a, sur une phase qui est de l'ordre de la demi-seconde, on ne peut pas échapper à l'émergence d'un processus émotionnel. Face à un stimulus émotionnel, pendant une demi-seconde, je la vis, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, je vis cette émotion. Voilà, c'est comme ça. C'est après que des processus plus délibérés, moins automatiques, vont pouvoir être mis en œuvre et qui vont pouvoir éventuellement, ah oui, il faut que j'appuie, qui vont pouvoir éventuellement réguler l'épisode émotionnel, en tout cas le vécu de cet épisode émotionnel. Mais pendant une demi-seconde, j'y peux rien. Je vais ressentir, je vais vivre, il y a quelque chose qui va se passer au plan émotionnel. Et j'y peux tellement rien que c'est super bien
Parce que ça a une valeur adaptative. C'est-à-dire que mon corps, même sous l'effet de la contrainte, de mon effort, de ma propre régulation, mon corps ne peut pas, mon esprit ne peut pas ne pas ressentir cette émotion. Et c'est bien, c'est pour ça que ça a une valeur adaptative. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que comme je suis dans un processus automatique, donc à valeur adaptative, et qui va impliquer un certain nombre de composantes, il y a un certain nombre de processus cognitifs qui vont être inhibés. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui vont passer à la trappe au bénéfice de cet épisode émotionnel. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Je ne peux pas ne pas ressentir cette émotion. Ça veut dire que quelque part, l'émotion va avoir la priorité sur l'ensemble des autres processus cognitifs en jeu. C'est le truc automatique dont on parlait tout à l'heure. C'est le modèle de location de ressources dont on lit chez Chabot, qu'on parlait dans les années 80. Alors, processus automatique, inhibition, ça veut dire que je ne peux pas y échapper. Quand je suis dans mon processus de jeu, dans ma phase de jeu, je vais avoir une activation qui est non contrôlée des processus émotionnels. Pour peu que le jeu soit bien fait, ces processus vont s'enchaîner les uns après les autres. Je vais avoir une succession d'épisodes émotionnels. Je ne suis pas en train de parler de dépendance ou d'addiction. Je dis simplement qu'au plan cognitif, ces épisodes vont s'enchaîner. Il va y avoir une inhibition des processus cognitifs concurrents de l'émotion. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand je vais arrêter mon jeu vidéo, il va y avoir une levée des inhibitions et donc une libération éventuellement anarchique des processus qui étaient précédemment inhibés. Et on va se retrouver sur ce truc-là. Le gamin qui boude, ou qui trépigne, ou qui râle, ou qui crie. Bref, il y a quelque chose d'une ordre d'une libération pulsionnelle au moment où je vais lever les inhibitions qui étaient à l'œuvre pendant la phase de jeu, simplement parce que les processus émotionnels ont pris le dessus. Alors, et oui, l'heure passe, l'heure tourne. Comment faire ? Parce que finalement, le moment critique, et ce que tous les parents qui écoutent ou observent cette conférence aujourd'hui se disent, c'est comment je fais là entre les deux, comment je gère ce passage, comment je gère cette transition entre le jeu et le non-jeu, ou plutôt entre le jeu vidéo et le non-jeu vidéo. Alors peut-être quelques recommandations. D'abord, dans le non-jeu vidéo, on est dans un univers virtuel, une forme de dissociation, dont on va retrouver d'ailleurs des événements assez, des similitudes dans un état que je connais un petit peu, qui est l'état dissociatif, qu'on va retrouver pendant les phases d'hypnose, par exemple. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est de se réassocier avec son corps. Donc bouger. Une activité physique. Alors une activité physique, ça ne veut pas forcément dire aller jouer au foot, ça peut vouloir dire faire de la musique, ça peut vouloir dire faire de la cuisine, ça peut vouloir dire faire plein de choses, se réassocier avec son corps, bouger. Et d'ailleurs, on va observer les adultes ou les enfants, quand ils ont fini les jeux vidéo, on bouge. Il y a quelque chose de l'ordre de la motricité qui va se remettre en œuvre, c'est se réassocier avec le corps. Et à la fin d'une séance d'hypnose, c'est ce qu'on fait. On demande aux personnes de bouger la tête, etc. Donc il y a des choses qui sont assez proches, assez similaires. Donc se réassocier avec son environnement matériel et relationnel concret. Regarder ce qui passe autour de soi. Écouter les sons. Ressentir ce que je fais ressentir sur mes pieds, sur mon dos, goûter. Manger quelque chose, boire. Réactiver les sens qui étaient bloqués pendant cet épisode de jeu où finalement, comme je vous l'ai dit, les processus émotionnels sont arrivés en concurrence des autres processus, donc il faut se réapproprier les autres processus, et les processus perceptifs en sont. On ne peut pas passer d'une phase très riche au plan émotionnel à une phase très pauvre au plan émotionnel. Et arrête de jouer aux jeux vidéo et va passer l'aspirateur. Bon,
essayons de commencer par partager les émotions vécues pendant le jeu vidéo. Peut-être avec son entourage, peut-être Benjamin est parti, mais peut-être aussi avec ses copains. Poursuivons le chat. Ah ben non, tu es là, pardon, super, je ne te voyais plus. Poursuivons le chat après le jeu, peut-être on coupe pas les micros tout de suite, on arrête de jouer mais on discute. Ah, elle était bien cette partie, ah, on s'est bien amusé, ah, à tel moment il s'est passé des trucs. Bref, on partage les émotions. Là j'ai eu peur quand je suis passé à tel endroit et je me suis fait canarder par le camp adverse. Bref, il y a quelque chose, partager, discuter de ce qu'on a vécu pendant le jeu. Et puis surtout, laisser s'exprimer les émotions qui ont été contenues pendant le jeu. Alors, évitons les activités dissociatives, redissociatives. Et j'ai envie de dire, arrête de jouer, prends un bouquin. Mauvaise idée. Moins parce que l'enfant va associer le livre comme étant un stimulus qui va le faire sortir de quelque chose de plaisant, et donc forcément le bouquin va être considéré comme quelque chose de déplaisant, puisqu'on lui retire quelque chose de positif, mais parce que la lecture, le bouquin est dissociant. On a tous pris un bon roman et puis commencé le soir à 21h et se retrouver à 2h du matin à fermer le livre. Oh zut, il est 2h du matin. Voilà. On peut se laisser porter, donc on peut être complètement dissocié, on peut en oublier son corps quand on est dans la lecture, de la même chose quand il s'agit de la télévision ou quoi que ce soit. Donc essayons d'éviter les activités dissociatives, revenons dans le monde réel où on est encore bien avec son corps. Tu me rappelles alors parce que le temps passe. Hein. C'est ça. Et puis j'ai envie de terminer, programmons la prochaine séance de jeu, c'est quand même assez important. Le jeu, ça reste une activité de plaisir, ça nous permet de vivre des émotions qu'on ne vit pas par ailleurs, et il ne faut pas s'en priver. Il faut simplement apprendre à négocier, en tout cas trouver les moyens de négocier cette entrée et cette sortie du jeu vidéo, en ayant en tête que on n'est pas... mon propos était aussi celui-là, je ne considère pas le jeu vidéo comme étant... Je ne considère pas l'addiction au jeu vidéo comme étant quelque chose de réel. Il n'y a pas de syndrome de sevrage au jeu vidéo. Par contre, on est bien sûr quelque chose qui va épuiser les ressources cognitives simplement parce qu'il y a quelque chose qui se passe au plan émotionnel, une inhibition et une libération de l'autre, et c'est ça qui pose problème. Voilà, merci beaucoup. Alors c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque où merci beaucoup parce que moi ça me permet d'appréhender les jeux d'une manière radicalement différente en fait, où on nous parle énormément de tout ce qui est la motivation, qu'est-ce qui leur plaît, etc. dans un jeu, et là pouvoir penser le jeu en fait sous cet aspect émotionnel qui effectivement on le constate après coup quand c'est la crise parce qu'ils arrêtent, c'est parce qu'il y a justement la force des émotions pendant les jeux vidéo. Et voilà, c'était juste pour dire merci pour cette approche très différente et très parlante en fait pour aborder les jeux vidéo, notamment avec les jeunes. Alors le choix de présenter les choses de cette manière-là, c'est un choix qui est théorique, hein, et on en a un petit peu parlé hier avec Marie-Pierre et Renaud. Tout ça reste des hypothèses, hein, des hypothèses. Alors peut-être un tout petit peu plus d'hypothèses parce qu'effectivement ça colle à la clinique. En tout cas, on trouve dans cette manière d'appréhender les choses un modèle qui, en tout cas, une représentation des processus en jeu qui donne sens à ce qu'on observe en cabinet ou à la maison. Pour autant, s'il y a des gens qui ont envie des étudiants en psycho qui ont envie de se mettre ou en sciences de l'éduc qui ont envie de se mettre à tester ce truc-là, je serais ravi de travailler avec eux. Voilà. Une autre question. Alors, je te remercie pour cette intervention qui effectivement clarifie les difficultés qu'on peut avoir à retirer les enfants devant un écran. Ma question, c'était de savoir, est-ce que dans le cadre de ta réflexion, tu as pu regarder un petit peu quels étaient les effets des changements de comportement des émotions face à la réalité quand on joue comme ça, quand on stimule comme ça les émotions d'une façon régulière dans des situations assez exceptionnelles et assez intenses?
C'est un peu la question que posait Maud Le Mercier tout à l'heure, sur est-ce que les jeux vidéo rendent violents? C'est un petit peu ça le... Pas forcément violent, mais qui est peut-être une déviation comportementale par rapport à une réalité qu'on a vécue dans le jeu et sur lequel on a eu un certain type de réaction et d'expérience qui a été donc mémorisée. Et est-ce que les jeunes sont vraiment capables de faire... Est-ce que l'être humain, pas simplement les jeunes, mais est-ce que l'être humain est vraiment capable de faire la différence après coup? Oui, alors c'est effectivement une bonne question parce que je faisais référence tout à l'heure au fait que la pratique du jeu vidéo est une pratique finalement qui est assez proche, qui est dissociante, c'est-à-dire qui dissocie, non pas au sens psychotique du terme, mais c'est-à-dire que nos représentations sont détachées de la représentation de notre corps. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, il y avait quelque chose de l'ordre de la réappropriation du corps, de ses sens, lorsqu'on sortait du jeu vidéo. Donc il y a quelque chose d'un petit peu dissociatif, qui est similaire à ce qu'on retrouve dans la pratique de l'hypnose. Et ce que tu décrivais, Maud, tout à l'heure sur l'usage des jeux vidéo, notamment cliniques, comme jeux vidéo antalgiques dans des pratiques médicales sensibles, comme effectivement les grands brûlés, etc. On retrouve effectivement des pratiques assez similaires à travers des visualisations ou des choses autour de la perception dans l'hypnoanalgésie notamment. Là où c'est effectivement la question fait sens, c'est finalement dans cet état dissociatif, on sait que la suggestion est favorisée. C'est-à-dire que les associations entre, je vais dire les choses de façon un peu bêta, un peu simpliste peut-être, l'association stimulus-réponse va se faire plus facilement dans un état dissocié que dans un état non dissocié. Donc à ce titre, oui, peut-être. Maintenant, je dis ça avec énormément de pincettes, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement on va vivre les choses de façon un petit peu différente si on pratique les jeux vidéo longuement? Oui, indiscutablement. Est-ce que c'est mal? J'en sais rien. Voilà. Ah. Mais est-ce que finalement les jeux vidéo modifient notre manière de ressentir les choses? J'allais dire comme n'importe quelle activité, quotidienne. Si je fais du sport, je vais ressentir les choses, je vais vivre les choses de façon un petit peu différente. Si je pratique de la musique, je vais ressentir les choses de façon un petit peu différente. Donc, est-ce qu'il faut l'accepter, le condamner? Je pense qu'il faut simplement le constater et puis voilà. Peut-être que le questionnement de la mise en acte potentielle de quelque chose qui aurait été agi par l'intermédiaire des écrans, protégé par l'intermédiaire des écrans et dans un univers qui est donc virtuel, un univers fantasmatique, magique. Voilà. Est-ce que effectivement ça peut se reproduire dans le réel? On sait très bien que c'est déjà arrivé, mais avec des personnes qui ne peuvent pas se réassocier à eux-mêmes. C'est-à-dire que c'était des personnes dissociées. À chaque fois, c'était des personnes qui psychiatriquement avaient un souci. Voilà. Donc on n'a absolument pas me semble-t-il, d'inquiétude plus que ça, de se voir propager des actions déviantes, peut-être même l'inverse, au contraire, si elles ont eu la possibilité de se décharger dans cet espace virtuel-là, on peut peut-être penser qu'on est préservé du fait qu'elles s'expriment dans la réelle. Après, c'est la frontière entre le réel et le non-réel qui pose question, et des personnes qui sont fragiles dans leur conception du réel et du non-réel, qui affabulent, des personnes mythomanes, et puis encore des personnes effectivement schizophrènes, ça interroge davantage. Peut-être que, c'est tellement un large champ d'interrogation sur le pathologique et le normal, mais en dehors même de la pratique des écrans, que peut-être on peut réengager ce type de questionnement cet après-midi avec d'autres personnes. Oui, alors juste une petite remarque par rapport à ça. Effectivement, le côté dissociant est intéressant. Je parlais de l'hypnose tout à l'heure. D'ailleurs, on évite plutôt de pratiquer l'hypnose avec des personnes qui sont psychotiques. Voilà, c'est-à-dire que quand la dissociation est déjà là, présente, on va éviter de redissocier. Donc c'est sans doute aussi un facteur important à considérer quand il s'agit de la pratique des jeux vidéo. Et si je reviens à cette histoire d'hypnose, elle est accompagnée d'hypnose par l'hypnothérapeute. Ce
qui peut être aussi un sujet, et on l'évoquait tout à l'heure sur l'accompagnement, mais ça peut faire une transition avec cet après-midi, effectivement, puisque la question de l'accompagnement et de la pédagogie autour des jeux vidéo va être un sujet. Voilà, c'est accompagnement versus non-accompagnement, c'est quand même pas rien. Désolée, une dernière interrogation. Une dernière question, c'était par rapport, quelle est la relation avec le temps, justement, le temps d'exposition, vous disiez qu'on peut faire un parallèle avec l'hypnose, mais par exemple une séance d'hypnose, c'est limité dans le temps. Et je pensais tout à l'heure à Benjamin qui disait que voilà, pour s'entraîner et si on a une envie d'évoluer dans le e-sport, est-ce que peut-être il y a, je sais pas, une routine, voilà, quelque chose des pratiques comme un sportif le ferait pour des temps de pause, une hygiène en fait. Pas très bien entendu le début de la question. Bon, je vais résumer. Est-ce que du coup, on pourrait dire que c'est intéressant de faire des pauses régulières, ou est-ce qu'il n'y a pas des dangers c'est une question, de trop jouer, de jouer trop longtemps? Alors, il y a deux dangers principaux. Un danger principal, c'est la lumière bleue. Et à ça, on a deux possibilités. Déjà, dans les jeux, alors aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Et avant, ça se faisait pas. Mais il y a quelques années encore, dans pas mal de jeux, quand on sauvegardait, si on par exemple la dernière sauvegarde c'était il y a 1 heure et qu'entre-temps le jeu a pas détecté et qu'on s'est arrêté, il nous dit pensez bien à faire une pause entre-temps. Et sinon, en ce moment, il y a une propagation de lunettes anti-lumière bleue, parce que la lumière bleue c'est un petit peu de là d'où découlent tous les problèmes des écrans, donc ça nous empêche de dormir si on en fait assez tard, et 2 ou 3 autres choses. Enfin ça c'est les résultats des études scientifiques. Mais du coup, en plus de ça, les youtubeurs aident beaucoup à la propagation, puisqu'il y a pas mal de sponsors qui vendent des lumières bleues, qui vendent des lunettes anti-lumière bleue. Et donc, si on achète ces fameuses lunettes, ça permet de jouer plus longtemps. Après, effectivement, oui, il faut faire des pauses régulièrement, notamment pour aller manger, par exemple.